Cette introduction concernant le concept d'exploitation se veut pédagogique. Ça ne veut pas dire qu'elle sera simple. Ça veut dire, et je prie les connaisseurs de la pensée de Marx de m'en excuser, ça veut dire que j'enfoncerai beaucoup de portes ouvertes pour essayer de mettre en place le concept d'exploitation dans la pensée marxiste qui est celle qui a le plus développé le concept et qui s'est reposée sur ce concept pour un certain temps en l'abandonnant à d'autres moments. Il m'a semblé nécessaire de s'intéresser à l'exploitation compte tenu de l'explosion mondiale continue et croissante des inégalités. L'exploitation illustre parfaitement cette dimension inégalitaire. C'est une relation asymétrique, où les uns exploitent les autres, plus précisément où les uns exploitent le travail des autres. L'enjeu du colloque est d'aborder le plus scientifiquement possible cette relation entre guillemets, qui n'est pas une relation amicale, et qui semble recouvrir aujourd'hui l'ensemble de la vie humaine. Aborder scientifiquement le concept d'exploitation veut dire s'intéresser à sa construction. Et notez tout d'abord que c'est un concept large, une catégorie large et un concept large et abstrait, mais capable de recouvrir l'ensemble des sociétés inégalitaires et qui reste néanmoins assez précis par son ancrage dans un registre économique. C'est par ce registre économique, l'exploitation donc comme exploitation du travail, que le marxisme rapporte l'exploitation aux autres dimensions de l'existence humaine, sociale, politique ou idéologique, et fait ainsi de l'exploitation une catégorie fondamentale de l'analyse des sociétés humaines et de leur histoire. Pour le marxisme, vous le savez là, je pense tous, l'homme se caractérise par ce qu'il produit ses moyens d'existence, il travaille donc, et ce travail se fait en société, et l'homme donne par là, par la division du travail, une certaine forme à la société dans laquelle il vit. C'est la fameuse société de classe définie par l'opposition de groupes antagonistes. Vous retrouvez par exemple dans le très pratiqué dictionnaire critique du marxisme la définition de l'exploitation comme caractérisant, je cite, toute société où l'appropriation des moyens de production sépare les hommes en groupes antagonistes. Il y a beaucoup de présupposés dans cette définition. Par exemple, le concept de moyens de production, la terre, les machines, les usines. Le marxisme distingue ces moyens de production de la force de travail proprement dite, et désigne l'ensemble moyens de production plus force de travail par le concept de force productive. Autre présupposé de la définition de l'exploitation, comme caractérisant, je la répète, toute société où l'appropriation des moyens de production sépare les hommes en groupes antagonistes. Autre présupposé, le fait que ces moyens de production puissent être séparés de la force de travail, plus précisément des travailleurs vivants, séparation que le marxisme exprime dans un autre concept, celui des rapports de production, ou plus largement des rapports sociaux, nous y reviendrons. Cela pour dire que l'exploitation se place donc sur le même plan que les autres catégories fondamentales de cette pensée marxiste qui analyse la constitution et l'histoire des sociétés humaines. De ce fait, l'exploitation fait partie de ces catégories abstraites pertinentes à propos desquelles Marx indique, je cite la fameuse introduction de 1857, Marx indique qu'elles naissent avec le développement concret le plus riche. Et du coup, ces catégories, nées historiquement dans les sociétés complexes et développées, permettent de comprendre les sociétés humaines dans leur ensemble. Le développement concret le plus riche en matière de société humaine renvoie pour Marx au capitalisme et à la société bourgeoise qu'il considère comme, je cite toujours l'introduction de 1957, l'organisation historique de la production la plus développée et la plus variée qui soit. Cela veut donc dire qu'à une époque historique déterminée, si cette époque est celle de la plus grande complexité sociale qu'on ait pu connaître, ce que l'on comprendra de cette époque nous servira à comprendre toutes les autres. Ce pourrait être le cas aujourd'hui avec la catégorie de l'exploitation et l'exaspération des inégalités. Quelle est
quelle forme prend l'exploitation dans la société au développement le plus riche, l'exploitation proprement capitaliste et le salariat. Le salariat est une forme particulière d'extorsion du travail non payé, une forme qui se distingue, par exemple, de l'esclavage ou d'autres formes persistantes de domesticité, les travaux de ménage dans la famille, par exemple. Le salariat est donc lié à un ensemble de conditions sociales et historiques. Première condition, il faut qu'il existe des personnes contraintes de vendre à bas prix leur force de travail aux possesseurs des moyens de production. C'est-à-dire, deuxième condition ou condition de la condition, il faut qu'existent des personnes qui soient dépossédées des moyens de production. Dépossession qui ne peut être que violente, c'est la fameuse, entre guillemets, soi-disant accumulation primitive, soi-disant accumulation primitive, parce qu'on est censé au début s'enrichir difficilement en gagnant un petit peu, on a une pomme, et puis après on devient comme Rockefeller milliardaire, n'est-ce pas? C'est l'histoire bien connue. Alors Marx dit, mais non, c'est un mythe, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup travaillé et se sont beaucoup privés, c'est parce qu'ils ont, au départ, pillé, volé, etc. Donc c'est cette soi-disant accumulation primitive, c'est la violence des guerres de conquête et des guerres coloniales et des guerres commerciales. Marx y consacre la fin du livre 1 du Capital. Il évoque dans le chapitre sur la soi-disant accumulation primitive aussi bien la colonisation que l'expropriation de la petite paysannerie. Il faut également, pour qu'il y ait salariat, troisième condition, d'ordre, on va dire, idéal ou idéologique, il faut également que les personnes qui vendent leur force de travail, qui sont contraintes de le faire parce qu'elles n'ont plus rien pour subvenir à leurs besoins, et qui vendent leur force de travail aux personnes qui possèdent les moyens de production, il faut également que ces personnes soient à même de vendre leur force de travail, qu'elles soient donc reconnues comme personnes propriétaires de leur force de travail, libres et non esclaves, pour qu'elles puissent signer un contrat. Alors, l'exploitation se manifeste dans le salariat comme extorsion du travail non payé. Deuxième série de concepts, ou troisième série de concepts. Le salaire correspond à la valeur de la force de travail, assurant au moins sa reproduction, ce qu'il faut pour rester en vie. Mais l'acheteur de la force de travail, l'homme aux écus, écrit Marx, le patron, disons, l'acheteur de la force de travail fait usage de la force de travail le plus longtemps possible et produit bien plus que la valeur de la force de travail elle-même. L'homme aux écus peut faire cela en allongeant la journée de travail ou en baissant les salaires, ou en intensifiant la production, ou en faisant les trois à la fois si bon lui semble. Marx distingue ainsi le travail payé, travail échangé dans la vente de la force de travail, qui correspond à la valeur de celle-ci, c'est le travail produisant la valeur nécessaire à la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire à la survie du travailleur, survie jusqu'au prochain salaire. Marx distingue donc ce qu'il appelle le travail payé du travail non payé, ou ce qu'il appelle aussi surtravail, c'est-à-dire le travail produisant plus de valeur qu'il n'en a été échangé contre le salaire. Et donc, l'exploitation sera d'autant plus grande qu'il y aura plus de travail non payé ou surtravail que de travail payé. C'est le taux d'exploitation qu'on peut identifier au taux de plus-value. On a donc tout un ensemble de conditions. Des travailleurs libres, première condition, devant vendre leur force de travail, deuxième condition, aux possesseurs des moyens de production, troisième condition. Cet ensemble de conditions définit et structure le tout social, et en ce sens, la catégorie de l'exploitation, en l'occurrence l'exploitation capitaliste, recouvre ce que Marx appelle le mode de production, autre grande catégorie marxiste, probablement la plus grande, qu'il désigne parfois de manière assez floue dans la production de 1857 comme éclairage universel où sont plongées toutes les autres couleurs. On peut le définir de façon plus précise, je pense au très précieux lexique d'Isabelle Garot à la fin de son Marx, une critique de la philosophie. On peut le définir de façon plus précise et plus technique comme composition souvent contradictoire, donc des forces productives et des rapports de production. Les forces productives, donc c'est, je vous le rappelle, à la fois les travailleurs et les outils, machines et technologies, les moyens de production.
Les rapports de production, donc ce deuxième élément du mode de production, sont quant à eux issus de ce que Marx appelait jusqu'en 1845 les rapports de propriété. La question est de savoir qui possède quoi parmi les moyens de production, qui possède les usines et les machines, la terre, les matières premières, etc. Marx emploie aussi, dès l'introduction de 1957, le terme de procès pour désigner cette articulation d'ensemble des sociétés humaines. Le terme de procès, parfois processus, désigne moins la fameuse succession des 5 modes de production qui avaient été canonisés pour décrire l'histoire humaine, le tribal, le féodal, l'antique, le capitaliste et le communiste. Le procès désigne moins cette succession que le mode de production lui-même en tant qu'articulation d'un ensemble de conditions, un processus donc qui est plus spatial que temporel, et que Marx définit comme tel dans la traduction française du Capital, la traduction de Joseph Roy, au chapitre 7 de la traduction française, qui n'a pas la même numérotation. Le mot procès exprime un développement considéré dans l'ensemble de ces conditions réelles. Un exemple de cet ensemble, un exemple de cet ensemble de conditions réelles, éléments essentiels constituant les sociétés humaines, nous est donné dans une célèbre note, la note 89 dans la numérotation de Marx, du chapitre 13, texte allemand, note 89 du chapitre 13 du livre 1 du Capital. Donc, la technologie révèle le comportement actif de l'homme envers la nature, le procès immédiat de production de sa vie, et donc aussi des conditions sociales de son existence et des conditions intellectuelles et des conceptions intellectuelles qui en découlent. Le contexte précis de cette note fait référence à une thématique assez connue que vous retrouvez dans ces... Barthes disait des textes qui sont voués à s'éclater en citations. Hélas, les œuvres aussi. Vous avez cette citation de Marx qui est bien connue, extraite de Misère de la philosophie, qui vous dit « Donnez-nous le moulin à bras, vous aurez le seigneur et les serfs. Donnez-nous le moulin à vapeur, vous aurez le capitaliste industriel. » C'est le premier objet de la citation. Maintenant, cette note est connue aussi et est utilisée ici. Je reprends un graphique à David Harvey, je vous dirai pourquoi ensuite. Cette note est utilisée ici parce qu'elle énumère un certain nombre de points qui dépendent les uns des autres et dont l'unité constitue l'analyse des sociétés humaines comme totalité articulée. Alors j'ai un peu modifié le tableau de David Harvey, vous verrez pourquoi, vous aurez l'exemplaire d'Harvey tout à l'heure. Je détaille, on déborde et on détaille à la fois ici la définition la plus stricte d'un mode de production comme composition contradictoire des forces productives, donc moyens de production et forces de travail d'une part, et des rapports de production de l'autre. Les rapports de production seraient plutôt à lire dans le grand carré, les conditions sociales de son existence, deuxième ligne du tableau, et on pourrait alors compléter ces conditions sociales de l'existence par le juridico-politique, qui établit la propriété des uns, la non-propriété des autres, et donc également les modalités selon lesquelles les sans-propriété vendent leur force de travail, en une sorte de code du travail, en quelque sorte, si tant est que le code du travail soit censé protéger les plus faibles. Je n'insiste pas sur ces points d'actualité. Parmi les interventions suivantes que je présenterai au fur et à mesure, celle d'Alexis Cuquier thématisera demain après-midi cette question du droit du travail. Une place ambiguë du juridico-politique, en tout cas. David Harvey ne l'indique qu'en un second temps dans son schéma, dans l'utilisation de son schéma. Marx n'en dit rien dans la note du Capital, dont est issu le schéma de Harvey. L'ambiguïté de cette place du juridico-politique illustre d'ailleurs l'ambivalence de sa fonction. Bien sûr, d'abord, un redoublement politique de l'exploitation. On en a un bel exemple aujourd'hui. Mais aussi, comme l'indique Alexis Cuquier, dans son résumé, une certaine force de limitation de l'exploitation. Et on peut penser ici à l'attention portée par Marx aux lois sur les fabriques, dans la seconde série en 1867 et contemporaine de la première édition du Capital. Ambiguïté donc du juridico-politique. Le bas du tableau représente une dimension plutôt
idéal, qui est ici placé en bas et pas dans les nuages, qui ne serait plus exactement ce qu'on appelle d'habitude la superstructure idéologique, à laquelle il faudrait ajouter, après le juridico-politique, la religion et la philosophie, si on pense par exemple aux descriptions de l'idéologie allemande. Le haut du tableau que vous voyez derrière moi représenterait donc quant à lui le contexte, disons, géographique, pour penser à David Harvey qui est géographe d'origine, disons un côté matériel. Je fais le détour par ce schéma pour anticiper d'une part sur quelques remarques formulées contre Harvey tout à l'heure, et d'autre part parce que ce schéma souligne plus explicitement que d'autres textes, plus explicitement que l'idéologie allemande notamment, les liens entre les termes, les liens entre ces conditions définissant une société donnée. Nous avons vu qu'il ne pouvait pas y avoir d'exploitation capitaliste, c'est-à-dire de salariat, sans l'existence de personnes contraintes de vendre à bas prix leur force de travail aux possesseurs de moyens de production. Et donc, il faut qu'existent des personnes dépossédées ou qui ont été dépossédées de leurs moyens de production. Et il faut également que ces personnes soient à même de vendre leur force de travail, qu'elles soient donc reconnues. Donc ça, c'est le schéma, je crois, Harf capitalisme. Et qu'elles soient même, j'ai même un secrétaire beaucoup plus prestigieux que moi aujourd'hui, c'est Le Monde à l'envers. Je rappelle, c'est la division du travail, c'est vrai, c'est une forme de division du travail. Et je rappelle qu'il faut également que ces personnes soient à même de vendre leur force de travail et qu'elles soient donc reconnues comme personnes libres et non esclaves pour qu'elles signent un contrat. Dans le capitalisme, donc, les conditions sociales d'existence et les autres cases de ce tableau pourraient être précisées ainsi. Vous avez la lecture du tableau derrière moi, exploitation industrielle des ressources naturelles, rente foncière, qui est un usage commercial de la terre, voilà. Force productive, côté moyens de production, machines, etc., automatisation, force productive, côté force de travail, procès immédiat de production, donc on aurait les forces productives donc, dans la première ligne, disons, après le sommet, deuxième ligne, donc les rapports sociaux, individus dépossédés, travailleurs libres, individus concurrentiels, capitalistes, je n'ai pas mis capitaliste, mais il serait là, le juridico-politique régulant la propriété et la conception plus idéologique, par exemple, celle des droits de l'homme de 89, les droits de l'homme que critique Marx dans la question juive. Voilà comment l'exploitation structurerait donc dans la pensée marxiste le tout social. À partir de cette présentation d'ensemble, il m'est apparu qu'il fallait interroger le concept selon trois axes, dont le premier, exploitation et domination. La place problématique déjà évoquée du juridico-politique révèle la difficulté qu'il y a à penser les sociétés humaines à partir de l'exploitation et donc aussi à faire du registre économique le point de convergence des rapports, en soi l'expression est étrange mais j'en ai pas d'autres, difficulté qu'il y a à faire du registre économique le point de convergence des rapports définissant la société comme totalité. Harvey rajoute le juridico-politique ou l'État, ultérieurement à son texte qui a été traduit en français sous le titre de Pour lire le Capital à La Ville brûle, traduit par Nicolas Vieillecaz. Harvey rajoute le juridico-politique ou l'État dans sa conférence de Porto Alegre. Donc Marx ne le cite pas, mais Marx thématise l'évacuation de la domination interindividuelle une fois que la nécessité économique du capitalisme a été mise en place. La mise en place, c'est la soi-disant accumulation primitive, c'est une relation verticale de violence et d'écrasement, mais elle s'appelle primitive, ursprünglich dans les textes originaires. Il faudrait donc comprendre que la violence de la dépossession appartient au passé, c'est-à-dire pour une part qu'elle n'est plus. Lorsque Marx écrit, je me servirai là beaucoup des Grundrisse, de la première ébauche du Capital en 1857, lorsque Marx écrit que le capitalisme présuppose la fin de la féodalité, cela veut-il dire qu'en matière d'exploitation capitaliste, nous avons affaire à une exploitation sans domination? Voilà. Une des questions importantes qui a été développée par Emmanuel Renaud dans le numéro 49 d'Actuel Marx
et cette apparente occultation de la domination interindividuelle par la catégorie d'exploitation. L'exploitation recouvrirait jusqu'à la subordonner, voire l'occulter, la domination. De fait, cette évacuation de la domination au profit de l'exploitation est bien problématique, car l'exploitation ne peut pas se réaliser sans une part intrinsèque de domination, point sur lesquels reviendra de suite Emmanuel Renaud. Et la centralité de l'exploitation, qu'on pourrait qualifier grossièrement d'économique ici pour distinguer les deux sphères en disant que la domination serait plutôt du côté du politique, la centralité de l'exploitation donc, est sérieusement questionnée par la place de la domination. C'est le premier axe du colloque, illustré par les conférences de cet après-midi, et pour une part aussi, je pense, celle d'Alexis Cuquier demain. Il demeure que cette évacuation de la domination par l'exploitation est bien présente dans les Grundrisse en 1857. Elle s'estompera une dizaine d'années plus tard. Elle a même pu s'inverser dans l'histoire du marxisme, comme nous le montrera tout à l'heure Jean-Néma Ducange. Dans les Grundrisse, le rapport exploitation-domination paraît assez clair. Et il laisse l'exploitation occuper la place centrale. Le capitalisme présuppose la fin de la féodalité, dit Marx. Pourquoi ? Parce qu'il requiert un travailleur libre vendant sa force de travail. Si le féodalisme est bien sûr caractérisé par la propriété seigneuriale de la terre comme moyen de travail, il est également caractérisé par la prégnance des relations de pouvoir interpersonnelles. Dans le féodalisme, le prélèvement du surtravail s'effectue par des relations de domination, les impôts, les corvées, alors que dans le capitalisme, l'extorsion de la plus-value ou survaleur se fait dans et par le travail lui-même. C'est d'ailleurs ce qui rend difficile de l'apercevoir. On peut même lier dans le féodalisme le rapport de maître à serviteur au fait que le producteur direct possède encore les moyens de production. C'est parce que le producteur direct possède encore pour une part les moyens de production qu'il faut des rapports de soumission supplémentaires. Tout cela a été bien étudié par un ancien article de Claude Gindin, qui est, je crois, l'actuel directeur de La Pensée, sur la rente foncière en 1979. Ce sont ces relations de pouvoir interpersonnel que le capitalisme doit détruire pour rendre possible l'achat-vente de la force de travail et l'omniprésente concurrence. L'exploitation capitaliste est donc censée structurer la société au détriment d'une position sinon centrale, du moins équivalente, de la domination dans la société féodale. C'est ainsi que Marx va distinguer, par exemple, à propos du travail forcé en général, de ce qu'il appelle le travail forcé en général, un travail forcé médiat et un travail forcé immédiat. Le travail peut être immédiatement contraint dans le cas de l'esclavage, médiatement contraint dans le cas de l'ouvrier. Médiatement contraint au sens où la contrainte n'apparaît pas sous la forme de la force, mais de la nécessité économique. À propos de cette distinction entre travail forcé immédiat et travail forcé médiat, le très prestigieux, très impressionnant commentateur et interprète latino-américain de Marx, Enrique Dussel, souligne dans son commentaire des Grundrisse, publié en français à la production théorique de Marx, chez l'Harmattan, il écrit « Face au travail forcé immédiat, donc l'esclavage et le féodalisme, la richesse ne se présente pas en tant que capital, mais en tant que rapport de domination. Je paraphrase à l'inverse. Quant au travail forcé médiat, dans le capitalisme donc, et non plus dans le féodalisme, la richesse ne se présente pas en tant que domination, mais en tant que capital. » Et je lis, page 725 de la réédition en un seul tome des Grundrisse, pour illustrer ce fait que dans le capitalisme, l'échange aurait remplacé la violence. Je cite, « Les rapts d'êtres humains, l'esclavage, le commerce des esclaves et leur travail forcé, tout cela est directement posé par la violence, tandis que, dans le cas du capital, tout cela est obtenu par la médiation de l'échange. » Fin de citation. Peut-on en rester là ? Peut-on en rester sinon à l'occultation, du moins à la subordination de la domination sous la catégorie d'exploitation ? De fait, même chez Marx, les deux domaines ne sont jamais posés simplement l'un ou juxtaposés simplement l'un à côté de l'autre. Il faut contenir les émeutes de la faim, non pas seulement celles que le monde a connues en 2008, mais par exemple les manifestations des affamés de l'Est londonien
au milieu du 19e, dont parle la fin du Capital. On mourait énormément de faim à Londres au milieu du 19e. La contrainte économique ne peut pas se passer de la domination physique et politique. Et au-delà des tensions bien mineures que l'on connaît actuellement, le lien entre exploitation et domination est souligné aujourd'hui par de nouveaux concepts avancés par David Harvey, entre autres, celui de nouvel impérialisme ou celui d'accumulation par dépossession. David Harvey présente lui-même dans un entretien dans la revue Contretemps en 2013 son concept d'accumulation par dépossession, qui recoupe, dit-il, la diversité des processus d'expropriation, de privatisation ou d'appropriation des ressources. J'y vois en effet un ressort de la croissance urbaine, donc c'est sa discipline d'origine. Certains marxistes me reprochent d'avoir modifié le concept d'accumulation primitive, considéré par Marx comme antérieur au capitalisme industriel. Pour moi, ces pratiques de prédation n'ont pas disparu. Fin de citation. Quant au nouvel impérialisme, c'est cet impérialisme mêlant, donc après l'impérialisme colonial sous toutes ses formes, donc mêlant la dépossession et l'extraction de la plus-value, et auquel viennent se rajouter l'exploitation des petits capitalistes. Ce que ces nouveaux concepts nous donnent à voir, c'est le lien persistant entre exploitation et domination, et donc la mise en question de la centralité de l'exploitation. On peut appliquer contre Marx et la prévalence de l'exploitation économique la définition marxiste des catégories abstraites et pertinentes, celles qui apparaissent dans les sociétés complexes. Par exemple, considérons la violence de la domination comme une catégorie, et appliquons-la à l'usage que Marx fait lui-même de cette catégorie lorsqu'il décrit la violence physique liée à la colonisation, toujours sur le chapitre final, enfin l'avant-dernier, je crois, chapitre du livre 1 du Capital, sur la prétendue accumulation initiale, autre traduction de la soi-disant accumulation primitive. Chapitre 24. Les exemples sont très nombreux, ils comprennent bien sûr ce que Marx appelle. Les exemples sont très nombreux, ils comprennent bien sûr ce que Marx appelle l'usage commercial de l'esclavage, qui est bien plus meurtrier sous le capitalisme. Marx ne l'ignore pas, il écrit, livre 1 du Capital toujours, point 6 du chapitre 24, que la violence est l'accoucheuse de toute société nouvelle. Lorsqu'il écrit ça, c'est à propos de l'utilisation du pouvoir d'État lors de la transformation du féodalisme en capitalisme. Le manifeste dira de l'exploitation capitaliste qu'elle est éhontée, directe, brutale. La violence est ici essentiellement liée à l'exploitation. Je relève entre autres l'exemple, on pourrait ajouter la paysannerie du XVIIe siècle en Écosse, je relève l'exemple d'une province de Java qui perd, sous la colonisation hollandaise, je crois, 90% de ses habitants en 60 ans. Comment ne pas rapprocher ici l'exploitation capitaliste de l'extermination? La fin proclamée n'est certes pas la même, mais le mépris de la vie humaine est tel qu'il paraît difficile de ne pas se poser la question. Christophe Dejour l'a fait d'un autre point de vue en étudiant le travail de l'exterminateur. Il faut en tout cas, je crois, s'interroger sur ces limites de l'exploitation. C'est le deuxième axe de ce colloque, et ces limites sont illustrées ici en intensité. Autre illustration des limites de l'exploitation en intensité, dans le cas des guerres impérialistes, qui sont aussi des guerres économiques, c'est bien sûr l'immense mépris de la vie humaine que nous connaissons aujourd'hui dans le traitement européen des réfugiés. Aurélie Knuffer thématisera demain ces questions en analysant le statut du réfugié. Une autre façon de penser les limites de l'exploitation, à partir des liens entre exploitation et domination, est celle des rapports entre capitalisme et fascisme. Historiquement, le fascisme n'a jamais été anticapitaliste. Et le capitaliste a lui-même mis en place les dictatures militaires les plus récentes. On pense à la Birmanie ou au Honduras. En 1934, Brecht identifiait le fascisme comme la forme la plus cynique, je cite, et la plus oppressive du capitalisme, dans un petit texte que j'aime beaucoup qui s'intitule « 5 difficultés pour écrire la vérité » et vers lequel m'a orienté mon ancien professeur de Cagnes, Pierre Raymond. Aujourd'hui, sans perdre de vue la réponse européenne de l'accueil des réfugiés, je relève à la suite d'Alberto Burgio cette, je cite, ethnicisation des relations sociales et politiques,
dont Bourdieu fait un des principaux caractères du fascisme contemporain, consubstantiel au néolibéralisme. Je pense ici à un article d'Alberto Burgio de 2005, Burgio, B-U-R-G-I-O, de 2005, dans Actuel Marx, numéro 38, La guerre des races et le nouvel ordre européen. Dernière orientation à propos des limites de l'exploitation, cette fois en extension, mais elle est aussi liée au concept d'accumulation par dépossession, le rapport à la nature. On peut aussi considérer que relève de l'accumulation par dépossession le fait de breveter des médecines traditionnelles qui étaient utilisées gratuitement auparavant. Serait également à prendre en compte tout ce qui va toucher la privatisation des communs, de l'eau par exemple, thématique qui avait été abordée par Paul Sereni dans le colloque de 2014. Ces communs qui sont non seulement vendus, mais parfois détruits, pollués. Stéphane Haber a heureusement attiré mon attention sur cette dimension du concept d'exploitation de la nature, et dans le registre des limites de l'exploitation, donc en extension cette fois-ci. Il nous en parlera demain matin. Dernier axe d'étude de l'exploitation, indispensable dans une perspective qui fait de la compréhension des sociétés humaines l'étude du mouvement de constitution ou de dissolution, donc le même mouvement des sociétés, c'est la question du dépassement de l'exploitation, de son envers, du rapport à son autre, qu'elle produit peut-être par son mauvais côté, qui est aujourd'hui le plus manifeste, la misère des individus concurrentiels. L'approche des sociétés par le schéma qui relie leurs éléments constitutifs est importante pour l'étude dynamique des sociétés, dans laquelle la compréhension va toujours de pair avec la transformation. Le schéma d'Harvey fait par Harvey, sans que je le modifie, était à l'époque présenté, donc dans son texte pour lire le Capital, qui date en fait de 2010 en anglais et traduit en 2012, était présenté avec le concept de coévolution, un concept qui prend ses racines dans le concept de procès ou processus développé par Hegel et par Marx, et dont je vous ai parlé au tout début de cette intervention. Harvey souligne l'existence d'une dynamique de renforcement mutuel. Et, dit-il, quiconque ne développerait qu'un seul des points ou champs politiques, sociaux ou économiques se tromperait nécessairement. Ce qui signifie aussi que pour la pensée de la transformation sociale, ce qui signifie aussi que l'on ne peut donc privilégier un seul aspect, l'exploitation économique, fût-il détaillé en 2 ou 3 points, la technologie, les modes de production et les rapports sociaux. Il faut donc peut-être étendre le domaine des luttes et mettre en question cette centralité de l'exploitation. Je note à propos du tableau de Harvey que vous avez derrière, si vous avez réussi à retenir cette immense et fastidieuse liste de concepts, qu'il y a tout de même un problème avec la présence du mode de production d'un côté, alors que la technologie, qui est une dimension des forces productives, est présente d'un autre côté, que les rapports sociaux, qui sont une partie du mode de production, sont également présents de façon distincte du concept très englobant de mode de production. Manifestement, il y a une désarticulation du concept marxiste de mode de production. Est-ce volontaire ? Cela permet-il à Harvey de souligner des coévolutions possibles ? 2 hypothèses pour conclure. Première hypothèse, la mise en question de la centralité de l'exploitation irait de pair avec la mise en question de la centralité du travail. Je pense ici à ce qu'André Tozzel, le plus célèbre d'entre nous et qui nous a fait l'honneur de venir conclure ce colloque, je pense ici à ce qu'André Tozzel a développé dans un texte de 1996, Études sur Marx et Engels vers un communisme de la finitude, et plus précisément dans son chapitre 2, Centralité ou non-centralité du travail ou la passion des hommes superflus. Je pense à cette thématique de l'exclusion intérieure produite par ce qu'André Tozzel appelle l'opposition absolue du capital et du travail, absolue parce que pensée comme non dialectique, accumulative, dans la production massive des hommes superflus, qui s'entassent donc, sans que l'on puisse envisager son dépassement. Hypothèse 2,
à partir de ce qui paraît non dialectique, de ce qui paraît ne pas pouvoir engendrer son contraire, hein, que les liens entre exploitation et domination, hein, sont spécifiques au néolibéralisme ou à ce que Harvey appelle le nouvel impérialisme, et se renforcent précisément à cause de cette accumulation des hommes superflus. Dès lors, et j'en termine, comment dépasser ce nouveau front où se font face l'exploitation et la domination d'une part, la masse des hommes superflus de l'autre, en essayant, je crois, de retrouver un ferment dialectique dans l'opposition déjà présente qui dessine de nouvelles solidarités au sein de la misère massive et qui appellerait donc un autre mode de vie que celui de l'individu concurrentiel. C'est, je crois, une des dimensions par lesquelles André Tauzel conclura ce colloque et nous dira si tout cela a un sens. Je vous remercie.